Zoubida Fall est productrice de podcasts. Elle met en exergue à travers son livre intitulé « Conversations féminines, des histoires touchantes de femmes sénégalaises ». Publié par Saraba Éditions, cet ouvrage destiné aux générations futures est aujourd'hui, avec son auteur Zoubida Fall, face aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de N sur livre ouvert. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le cours Sainte-Marie de Anne est une nouvelle fois ravi de vous recevoir pour un nouvel épisode de son émission Livre ouvert, en compagnie cette fois-ci de Madame Zoubida Fall, hôte de podcast et auteur du livre Conversations féminines. Sur ce, nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne émission. Est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui de ressentir socialement le jugement qu'on pose sur une femme divorcée ou une femme seule, que ce soit la société ou ta famille? Je ne le ressens pas. Même si je suis consciente du fait que la société porte effectivement un certain regard sur les femmes dont tu viens de parler, je l'ai peut-être ressenti une fois lors d'une cérémonie en famille. C'était avec une tante assez éloignée. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit tout ce que je pensais. Et ça a réglé le problème. Parce qu'après cela, plus jamais personne n'est venu me dire telle ou telle autre chose. Même si je me doute qu'il n'en pense pas moins. Après moi, je ne vis pas pour la société. Je vis certes en son sein, mais je ne vis pas pour elle. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais. J'ai des valeurs profondément ancrées en moi et c'est ce qui importe. Quand je me couche le soir, je peux dormir en paix, sans remords, sans état d'âme. Je n'ai rien à me reprocher. Si la société me juge, tant pis pour elle, car ma vie n'est pas dictée par ses attentes. De plus en plus, on observe une réappropriation chez les femmes musulmanes de l'islam, de l'interprétation du texte, de leur voile ou de ce patriarcat qui semble être la norme. C'est là une différence que j'ai avec les jeunes générations. J'assume mon héritage culturel, je suis africaine et enracinée dans ma civilisation et dans ma culture africaine. Cela ne m'empêche pas d'être musulmane et profondément croyante, mais aussi, par ma formation à l'école occidentale, d'avoir des valeurs de liberté et un esprit critique. J'ai donc toutes ces identités qui cohabitent sans renier une quelconque forme de culture, de civilisation. Pour moi, tout cela est enrichissant. Au quotidien, cela se manifeste par une foi individuelle et une vision de l'islam comme étant une religion d'élite. De mon point de vue, on ne peut connaître réellement l'islam quand on n'a pas une certaine forme d'accès à la connaissance et au savoir. Le vrai islam, celui des origines, laisse la place et considère même comme normaux les questionnements philosophiques, le débat intellectuel, la réflexion. L'islam considère le doute pour le croyant comme normal et même souhaitable. C'est magnifique. Quel est ton rapport au féminisme, à la liberté? J'ai très tôt été témoin de la souffrance des autres femmes. Je me souviens que dès mon plus jeune âge, cette douleur commençait par le fait de nous tirer les cheveux lorsqu'on nous tressait. C'était une expérience qui pouvait être douloureuse, mais lorsqu'on pleurait, cela faisait rire les adultes. Et la seule réponse à laquelle nous avions droit était « Hanado Jigen ». En tant que fille, on nous demandait d'adopter une démarche féminine dans l'espoir de trouver un mari, parfois même un cousin édenté, ou du moins espérer qu'un homme veuille bien de nous. J'ai été témoin du bon, du mauvais et parfois du meilleur, ce qui m'a donné le temps de réfléchir aux endroits où ça faisait mal et de choisir ma propre voie. Quant à la question de la liberté, c'est mon père qui en a été l'artisan. Nous avons eu la chance de grandir avec un père très ouvert. Il aimait qu'on ait de la poigne et qu'on n'ait pas peur de nous exprimer dans un cercle masculin. C'est ce qui nous a poussés, ma sœur et moi, à refuser de rester confinés dans le cadre familial. Nous étions les filles d'un diplomate. Nous avons grandi et voyagé dans de nombreux pays. Et avec des cuisiniers, des chauffeurs, de l'argent de poche et bien plus encore. Cependant,
Lorsque nous avons décidé de partir, nous avons laissé derrière nous tous ces privilèges. Nous avions nos propres ambitions et nous devions lutter pour ne pas reproduire les schémas qui avaient causé tant de douleur aux femmes. D'un autre côté, nous voulons la liberté et de créer quelque chose de significatif pour la collectivité, la société et la communauté. Partout où je vais, je reste une citoyenne libre et autonome, car j'ai eu toute une vie pour observer les normes qui nous étaient imposées. J'ai bien compris que les attentes et les constructions sociales autour des femmes ne les rendaient ni productives ni heureuses. Elles sont tout simplement accablantes. Les femmes portent un fardeau bien trop lourd. Si vous deviez vous voir qu'une seule chose encore de votre vivant, qu'est-ce que ce serait? J'ai envie que la jeune génération prenne conscience qu'on ne peut lui faire ce qu'elle ne veut pas. J'ai envie que cette génération soit pragmatique, dans le concret, tout en étant consciente qu'il y aura toujours des obstacles et des embûches dans la vie, mais qu'il ne faut pas y prêter attention et qu'il faut toujours rester focalisé sur ses objectifs. Cette génération peut s'appuyer sur nos valeurs, dont une que j'aime bien qui consiste à se dire « Djombana ». À chaque action que l'on doit poser, se demander « Est-ce que dans ma religion, c'est permis? La croyance, la foi. Est-ce que je serai encore en accord avec moi-même demain si je me regarde dans la glace? Est-ce que je serai encore avec mes parents qui m'ont donné cette très belle éducation? Est-ce que je serai en accord avec la société dans laquelle je vis? Je dois servir d'exemple. Voilà. Alors, vous avez souvent l'habitude à la fin de chacun de vos interviews avec les femmes de leur poser la question à savoir qu'est-ce qu'elles auraient aimé savoir à leur âge de 20 ans. En tenant compte de ces multiples réponses et de votre propre expérience personnelle, quels seraient ou plutôt les meilleurs conseils que vous pourrez donner à une jeune fille d'à peu près 20, 18, 25 ans? Merci beaucoup pour la question et merci pour les extraits choisis. Ils étaient très beaux. Ça m'a ému, ça m'a ramené à toutes ces conversations-là. Et ce sont des femmes d'âges différents, avec des vécus différents, des perceptions de vie différentes. Et j'ai l'impression que vous avez choisi chacun un extrait qui vous parle. Pour revenir à ta question sur le conseil que je pourrais donner pour être passé par là et pour avoir aussi posé cette question à 41 femmes. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Vous allez devoir faire vos propres expériences à vous. Vous allez, de temps en temps, comme on dit, ramasser la poussière ou perdre des dents en route. Mais ce sera votre expérience, ce sera votre vécu. Et ce vécu-là, il doit se faire aussi en cohérence avec vos principes à vous, vos valeurs à vous, ce en quoi vous croyez et ce pourquoi vous vous battez. 20 ans, c'est l'âge plus ou moins où tout est possible en vrai. Même quand on l'imagine, quand on n'a pas encore 20 ans, quand on l'imagine comme étant l'âge où tout est possible. Et quand on a 20 ans, on le vit comme l'âge où tout est aussi permis et tout est aussi possible. Et j'ai certaines de mes invitées qui me disent que peut-être qu'elles se seraient permis plus de folie. Ou peut-être qu'elles auraient été moins sages qu'elles ne l'ont été parce qu'il y a toute cette peur, il y a tout ce poids-là dont on ne s'est pas encore départi. Vivez votre propre expérience de 20 ans. Parce que peu importe ce qu'on vous en dira, ce sera toujours la nôtre. Vivez votre propre expérience de 20 ans, mais pensez aussi qu'il y a une vie après 20 ans. Tout ne va pas s'arrêter après vos 20 ans. Il y en a une vie après 30, il y en a une vie, comme disait une autre de mes invitées, il y en a une après 40, il y en a une que vous découvrirez peut-être à 70 ans. Donc prenez ça comme ça vient et vivez-la comme vous le souhaitez, en accord avec vos principes et vos valeurs. C'est la meilleure chose pour moi que je puisse vous dire. Je n'ai pas de conseil prédéterminé pour ça. Après avoir discuté avec toutes ces femmes qui sont influentes dans leur domaine, votre vision sur ce qu'est une femme accomplie a-t-elle changé? Non. Et d'ailleurs, je ne définis jamais les femmes en disant une femme. Parce que nous sommes
autant de femmes différentes avec des perceptions différentes, des attentes différentes. Et vous ne m'entendrez pas non plus qualifier ces femmes-là d'accomplies ou de puissantes non, elles sont juste chacune, comme je le dirais de chacune d'entre vous. Vous êtes chacune formidable, vous êtes chacune exceptionnelle. Vous avez chacune une définition de ce qu'est l'accomplissement, comme elles-mêmes, elles ont chacune une définition de ce qu'est la liberté, de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est l'accomplissement même. Elles le définissent de manière complètement différente. Il y en a qui ont trouvé leur voie en ne restant pas à leur place. Il y en a qui ont trouvé leur voie en restant à leur place. Ce qui est important ici, dans cet exercice-là, c'est de se rendre compte que nous sommes différentes et qu'il y a plein de chemins différents. Et chaque chemin que nous empruntons est juste le nôtre, notre chemin à nous que nous avons choisi et sur lequel nous allons devoir cheminer en récupérant des expériences d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes auprès de notre famille avec laquelle nous avons grandi et dans laquelle nous nous sommes construits. Mais non, ça n'a pas changé. Mon accomplissement n'est certainement pas le tien. Il n'est certainement pas celui de Tata Fatso ou de Fatkande Senghor, etc. Parce que nous avons des aspirations qui sont différentes. En quoi l'affirmation de Calistasi, selon laquelle il faut chercher au fond de soi les douleurs, les cicatrices et puis leur donner vie, reflète-t-elle son parcours personnel? Alors, elle dit que c'est dans, je pense, de tête, elle dit que c'est dans la douleur que sont nées ses plus belles créations. Parce qu'elle a une création qui est douloureuse. C'est son processus créatif à elle. C'est pas tout le monde. Elle crée dans la douleur. C'est au plus profond de son mal-être qu'elle trouve les ressources nécessaires pour justement créer, pour Maîtresse d'un homme marié par exemple, qu'elle a écrit alors qu'elle était au fond d'un lit d'hôpital, pour Yaï 2.0 qui parle de son propre vécu à elle, pour Hair Lover, etc. Tout ça, elle va puiser cela dans sa propre douleur. Mais ce n'est pas tous les créatifs ou tous les artistes qui ont ce processus-là. Quand j'écris de la fiction, en règle générale, je l'écris sur quelque chose qui m'interpelle, moi, qui déclenche mon indignation ou qui m'atteint même. Et c'est à partir de là que je commence à écrire. Donc c'est quelque chose que je peux comprendre. Sauf que quand je fais conversation féminine, quand je discute avec toutes ces femmes-là, je ne puise pas ça dans la douleur. Donc chaque artiste, si tant est-il qu'on peut considérer ça comme cela, trouve, on va dire, son déclencheur quelque part, mais ne le trouve pas au même moment. Ce n'est pas seulement dans la douleur qu'on crée. Je sais qu'il y a tout un courant philosophique autour de tout cela, de cette création, mais ce n'est pas forcément dans la douleur seulement qu'on crée. On crée peut-être dans l'émotion. Si on dit dans l'émotion, oui, parce que c'est de l'émotion que naît la création, à mon sens. Mais oui, parce que Calista, c'est son processus, et c'est un processus qui est douloureux en vrai, et ça lui permet quelque part de faire son chemin de guérison. Quand elle écrit, quand elle extériorise toutes ces choses-là. Sur la première de couverture des livres, on voit des femmes, toutes différentes, mais avec des couleurs différentes. Mais sur chacune d'elles, il y a une couleur similaire à celle des autres. Quel est le but de cette similarité? On voit aussi des couleurs vives comme du mauve, du jaune et du rouge et du rose. Pourquoi le choix de ces couleurs vives? Alors, je pense que Sophie aurait dû être là, Sophie Le Hir, qui s'est occupée de l'illustration, de l'illustration de couverture pour Conversation féminine, justement. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir montrer des femmes très différentes les unes des autres, mais qui avaient un lien entre elles, toutes autant qu'elles sont. Chacune d'entre elles, tu trouveras une part d'elles chez quelqu'un d'autre, et pourtant, elles sont toutes différentes, les unes comme les autres. Les couleurs ont été choisies très simplement parce que c'est les couleurs du podcast Conversation féminine d'abord. Conversation féminine a la couleur violette et elle a la couleur jaune-orangé, plus ou moins. Et nous voulions reprendre les couleurs du podcast directement sur le livre pour rester dans cette logique-là, parce que la couleur violette est aussi une couleur qui symbolise le féminisme en règle générale. Et quand on n'exprime pas forcément cela, on utilise des fois la couleur pour faire passer le message. Et le jaune, parce que j'adore cette couleur aussi. Je ne l'aimais pas avant, je me suis réconciliée avec le jaune il y a quelques années, je ne l'aimais pas du tout. J'aime cette couleur et j'aime comment elle tranche aussi avec le violet en rapportant tout ce qui est soleil, tout ce qui est lumière, etc. Ce sont des couleurs. Et après, de manière très basique et très terre-à-terre, ce sont des couleurs que j'aime. Mais ne me demande pas ma couleur préférée, je ne sais pas. Il y a plein de couleurs que j'aime et le violet et le jaune en font partie.
Pour moi, de manière générale, si l'homme veut que la femme lui soit soumise et qu'elle obéisse à ses règles, ne pensez-vous pas que il la craint en quelque sorte? Parce que la femme, elle est intelligente, elle est déterminée, elle a une capacité d'adaptation et surtout elle est polyvalente. Ne pensez-vous pas que l'homme a juste peur qu'on se réveille un jour et qu'il perde ce qu'il a pour le moment en le soumettant à lui? Alors, ton propos tel qu'il est amené ne me permet pas de te répondre en oui ou non. Quand tu as posé ta première question, j'aurais pu te répondre non, mais là, il faut que je vois comment nuancer. Ce n'est pas seulement une peur et ce n'est pas seulement lié au fait que la femme, elle est intelligente, elle est machin. Ça va plus loin, on va dire, que ça. Maintenant, si on traite la question d'abord par rapport à la soumission en tant que telle, comme on la conçoit, que ce soit dans nos cultures, dans nos sociétés ou non, dans nos différentes religions, c'est parce qu'on considère qu'il y a un chef quelque part et les autres lui doivent allégeance, respect, soumission, etc. La femme lui doit soumission à son mari, ça c'est ce que nous apprenons dans nos religions. Ce dont nous parlons, c'est aussi d'être égaux en dignité et en droit. À partir du moment où des êtres humains vivent en société qui sont égaux en dignité et en droit, on ne peut pas attendre d'un être humain qu'il soit soumis à un autre être humain. Ce n'est pas seulement parce que les hommes ont peur qu'ils maintiennent ce système-là. C'est un système comme tous les systèmes de domination qui sont favorables, qui leur sont favorables, parce qu'ils ont plein de privilèges dedans. On leur donne tout, ils ont accès à tout et à partir de là, c'est normal pour eux qu'ils ne veuillent pas que ça change. Si on reste juste sur une partie simple qui est le système de domination en tant que tel. Après maintenant, on peut pousser plus loin, essayer d'observer ça sur des sens particuliers, avec des personnes particulières, en disant qu'effectivement, comme on ne leur a rien appris, ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts et que leur survie en elle-même dépend du travail gratuit que les femmes font. Quand on dit travail gratuit, c'est tout ce que tu fais chez toi et qui n'est pas rémunéré pour autant quand tu fais le ménage, quand tu fais la cuisine, etc. et tout. Et c'est sur ce travail gratuit-là qu'ils s'appuient justement pour pouvoir, eux, atteindre les objectifs qu'ils se fixent à eux. Est-ce qu'ils s'appuient énormément sur ce travail gratuit des femmes-là? Oui, ils s'appuient énormément sur ce travail gratuit. Est-ce qu'ils ont peur de finir seuls quelque part si on prend notre liberté? Très certainement. Mais je pense qu'entre-temps, quand même, il y aura un travail qui va se faire de leur part, je l'espère pour eux, pour que cela ne se passe pas de cette manière. Mais si on reste sur la soumission pure et dure, c'est juste parce que c'est la société telle qu'elle est conçue qui attend ça d'une partie de sa population envers une autre partie de sa population-là. Maintenant, j'ai un peu de mal à traiter ça juste sous l'angle d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, mais on va dire c'est le système. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment. On va dire que c'est le système qui fait ça. On peut remarquer dans votre livre qu'il y contient des femmes très assurantes, différentes, pas complètes mais assurantes et au parcours brillant. J'aimerais savoir si vous pensez que l'époque à laquelle elles ont vécu ou grandi est un facteur de cela. Ah, je vais porter plainte contre toi. Tu penses qu'il n'y a que des vieilles dans le livre pourquoi tu leur parles d'époque? Non, pas du tout. Non, pas forcément. Mais bien sûr, parce que je crois que dans le livre, vous avez des femmes de 40 à 80 et quelques ans. Donc, c'est pas du tout les mêmes époques. Il y en a celles qui peuvent être mes mamans, comme celles qui sont des sœurs, en vrai. Donc, elles n'ont pas vécu à la même époque, elles n'ont pas grandi dans les mêmes contextes. Et à partir de ce moment-là, justement, on ne peut pas seulement l'analyser sous le prisme de ce contexte-là qui a permis de faire ça. Maintenant, il y a quelque chose qui est très vrai, c'est que c'est un peu partout dans le monde, ces 20, 30 dernières années, on a observé qu'il y avait une montée de tout ce qu'on appelle en règle générale du conservatisme, du fondamentalisme. Moi, quand j'étais au collège, au lycée par exemple, il n'y avait pas de filles voilées, il y en avait une seule. Quand j'étais au collège ou au lycée. Et d'ailleurs, la première fille qui s'est voilée à notre collège, je m'en souviens encore comme si c'était hier, on était en 3e.
C'était là. Le collège a existé pendant tout ce temps-là. Il n'y a jamais eu de filles voilées avant qu'on arrive en 3e. Et pourtant, on voit que c'est quelque chose qui continue, qui grandit, qui évolue et qui, quelque part, nous, pas forcément dans un sens, quand on l'étudie même dans un marketing du terme, on voit que la publicité fonctionne en vrai. Si on le prend sous cet angle-là, la publicité fonctionne et ça aussi, c'est le pouvoir de cette publicité, c'est le pouvoir de cette communication autour de ça qui fait que certains vont se retrouver. Il se pourrait que dans 10, 15, 20 ans, qu'on se rende compte que ce n'est plus à la mode, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, et puis on va se retrouver vers autre chose. Mais ce n'est pas seulement un contexte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour toutes celles d'entre elles qui sont nées au Sénégal, qui ont grandi au Sénégal, elles ont toutes été à l'école publique. Et l'école publique fonctionnait réellement. Et elles ont pu bénéficier d'une réelle éducation de qualité dans ce temps-là, jusqu'à moi y compris, par l'école publique et qui leur a permis d'ouvrir les portes. Aujourd'hui, pour la même population, quand on voit ce qu'est devenu l'école publique contrairement aux écoles privées, on peut se poser des questions si l'éducation que les femmes de cette génération-là vont recevoir vont leur permettre de pouvoir atteindre peut-être les objectifs que celles-là ont atteints. Mais parce que ça se crée et ça se fait par rapport au milieu d'où sont issus ces gens-là et quelle construction, comment ils ont été éduqués, comment ils ont grandi, qu'est-ce qui a été à leur disposition pour pouvoir leur permettre justement d'avoir le maximum d'opportunités possibles et de pouvoir les saisir. Et ces opportunités-là se réduisent de plus en plus ces dernières années. Il y a de moins en moins d'accès et la voix de toutes ces femmes-là, elles, comme vous toutes, ne s'entendent plus dans l'espace public parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà. De rien, c'est moi. Alors, j'aimerais savoir, comptez-vous rester dans le milieu de la littérature, tout ce qui est livres, en parallèle de vos podcasts? Et si oui, comptez-vous rester toujours dans ce milieu des femmes ou alors vous avez un autre thème qui vous tient à cœur? D'aussi loin que je me souvienne, toutes les problématiques que je traite, peu importe le médium par lequel je le fais, toutes les problématiques que je traite sont des problématiques en rapport avec des femmes. Même quand je parle des hommes, je parle des femmes aussi. Parce que c'est la problématique, ce sont les problématiques qui m'intéressent de traiter. Il m'arrive très souvent de traiter des problématiques qui concernent les hommes, mais même en parlant de vous, je parle aussi des femmes. Donc, je vais rester sur cela, sachant que ça ne veut pas dire que tous les projets qui seront lancés seront faits directement vers une cible féminine. Ce n'est pas ce que ça veut dire, parce que mon premier livre n'est pas fait vers une cible, n'est pas fait pour être lu par une cible féminine. Conversation féminine, à la base, a été conçu pour une cible féminine, mais aujourd'hui, je suis à 50-50 pour ceux qui écoutent en règle générale. Et pourtant, c'était une cible féminine. Donc oui, moi, dans ma démarche, il y aura toujours cela. Ce sera toujours de cette manière-là. Quand je crée une entreprise et que je fais du podcast et que je fais du conseil, quand je fais de la formation, quand je crée une entreprise, que je fais de la formation, que je fais du consulting, que je lance de nouveaux podcasts, etc., je traite aussi une problématique de femmes parce que je vais employer plus de femmes, je vais former plus de femmes, je vais accompagner plus de femmes. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise ne s'occupe que de problèmes de femmes. Je ne sais pas si tu vois la différence, mais c'est ça l'idée. Merci. Merci à toi. Au cours des interviews, un sujet revient souvent, la liberté. Pour vous, pourquoi la liberté est aussi importante ? Je préfère utiliser à chaque fois le terme conversation, parce que dès qu'on utilise le terme interview, on pense que je suis journaliste, que je ne suis pas. Je ne suis absolument pas. Quand on est opprimé, la notion de liberté est très importante. Jusqu'à il y a une semaine au Sénégal, il y a certaines choses qu'on n'osait plus faire, qu'on n'osait plus dire, on n'osait plus s'exprimer d'une certaine manière. Parce qu'il y avait un joug et on connaissait du coup le coût de la liberté. Et on se bat tous autant que nous sommes pour être libres de nos gestes, de nos faits, de nos gestes, de notre réflexion, de pouvoir déterminer notre avenir, la voie que nous voulons. Et donc, encore plus quand on est opprimé. Quand on est opprimé, ça devient beaucoup plus important. Et quand on est une femme dans une société comme ça, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut. Aucune d'entre nous ne l'a. Aucune.
il y a toujours des normes, il y a toujours des règles, il y a toujours des cases, il y a toujours... Et donc, on essaye tout autant que nous sommes de nous affranchir de certaines d'entre elles. Même les femmes qui cochent toutes les cases pour respecter, elles ont une parcelle de liberté qu'elles vont aller chercher. Donc, c'est une notion fondamentale pour un être humain d'être à la recherche de cette liberté-là et de ne pas vivre en cage. Si je dois utiliser plus ou moins, on va dire, l'image de l'oiseau qui vit en cage. Voilà. Merci à toi. Pourquoi considérez-vous la rencontre avec Marie-Madeleine comme la réalisation d'un rêve d'enfance? Parce que c'est un rêve de petite fille. C'est vraiment un rêve de petite fille. Et je le dis dans l'entretien, je suis de Saint-Louis. Je suis née et j'ai grandi à Saint-Louis. C'est après mon bac que je suis venue à Dakar. Et quand petite, tous les samedis soirs, il y avait qu'une seule chaîne de télé, déjà. Avant, il n'y avait pas 2STV, etc. Il n'y avait que la RTS, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé. Et quand tu vis en région, en vrai, tu n'as que la RTS. Et les samedis soirs, je me couchais avec ma grand-mère dans la cour arrière. Dans la cour arrière, elle mettait la radio. J'adore la radio. Pendant très longtemps, je ne pouvais pas dormir sans radio. Et elle mettait la radio et à Radio Ndar, qui est l'antenne locale de la RTS, la radio, il mettait ce qu'on appelait des pièces de fiction sonore tous les samedis soirs. Bara Yogo, par exemple, qui est la pièce qui a fait connaître Marie-Madeleine Diallo au Sénégalais. Marie-Madeleine travaillait à la RTS, à l'antenne de Saint-Louis. C'était d'abord une fiction audio, une fiction sonore, un théâtre à la radio, comme on disait, qu'on écoutait tous les samedis soirs. Et en matinée, il y avait une autre émission radiophonique aussi qui s'appelait Maramak Biran. Et le tagline disait Maramak Biran Et donc j'ai grandi avec la voix de Marie-Madeleine. Et dans les années 90, quand Bara Yogo, le premier épisode de Bara Yogo est sorti, tu t'identifies à Marie-Madeleine en tant que Saint-Louisienne. Tu reconnais les rues où sont tournées, on va dire, cette série-là. Et c'est quelque chose auquel tu t'identifies très facilement parce que vous avez la même proximité. Et toutes les personnes qui ont grandi dans les années 90 au Sénégal, toutes les personnes qui ont grandi, connaissent Marie-Madeleine, connaissent Bara Yogo, connaissent Awa Bourou Kerem, et elle a participé à façonner l'imaginaire de ce qu'on appelle une Saint-Louisienne en règle générale. Quand les gens qui sont nés dans les années 80 et même les plus vieux pensent à une Saint-Louisienne, c'est l'image de Marie-Madeleine. Et donc, depuis toute petite, j'ai adoré sa voix. J'adorais l'écouter. J'adorais la voir jeter son foulard de cette manière-là. Si vous revoyez les vidéos sur YouTube, elle a une manière de jeter son foulard qui est une manière totalement désintéressée. Et elle le dit dans le livre et dans le podcast, c'est juste parce qu'elle ne savait pas attacher un foulard qu'elle avait un foulard comme ça. Et se mettre en face d'elle, c'est une icône. Cette femme est une icône pour nous toutes, en vrai. Quand on essaie de dire qu'est-ce que c'est que l'élégance, qu'est-ce que c'est que, on va dire, le port, etc., on pensait Marie-Madeleine Diallo. Donc oui, c'était un rêve de petite fille, avec des étoiles dans les yeux. D'après vous, est-ce qu'on arrivera à avoir dans le monde une égalité de genre et à supprimer totalement le sexisme? Je ne pense pas que je verrai ça de mon vivant. Je ne le pense pas, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et peut-être que vous le verrez, vous, de votre vivant. Moi, je ne sais pas. Je ne pense pas, en vrai. Il va falloir continuer à se battre, parce que ce qui se passe, prenons l'exemple de la Gambie. Il va se passer qu'il y aura des droits qui vont être acquis pour les femmes. Les droits vont être acquis. Mais les droits qui sont acquis, si on ne les entretient pas, si on ne les suit pas, s'ils ne sont pas suivis en fait d'une mise en œuvre réelle dans la vie, en tant que femme au Sénégal, il y a plein de droits certainement que vous avez, mais que vous n'osez pas exercer, typiquement. Et ce sont des choses qui arrivent. Si vous ne les exercez pas, si vous ne les revendiquez pas, vous allez vous réveiller un matin, on va vous retirer le droit. Et je retourne en Gambie pour vous expliquer. En Gambie, il y a une loi qui a été votée contre les mutilations génitales féminines. On est d'accord? Tout le monde est d'accord que c'est quelque chose qui ne doit pas exister. On ne doit pas avoir de mutilation génitale féminine. Donc en Gambie, ils ont même passé une loi comme quoi c'est interdit. Depuis quelques semaines, qu'est-ce qui se passe? Ils sont revenus à l'Assemblée nationale. Ils ont demandé à ce que cette loi soit abrogée parce qu'ils veulent pouvoir continuer à faire de l'excision. Vous voyez comment on rebascule complètement.
Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une vigilance de tous les jours sur chaque parcelle de droit acquis et de ne pas s'arrêter à ce droit qui a été acquis, de continuer à aller le chercher. Sauf que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au vu du rapport de force, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout le temps parce que c'est usant, en tout lieu, à tout moment et en même temps. Et c'est ce qui fait que je ne pense pas, à moins qu'il y ait une volonté politique mondiale, ce que je ne pense pas que ça puisse être le cas. Et même si la volonté politique mondiale devrait s'appliquer pour qu'il y ait une égalité, le sexisme, lui, il a la vie dure parce qu'il est intégré dans nos vécus quotidiens. Et ce sont ces vécus-là qu'il faut aller attaquer à la racine en osant porter la voix. Et on ne va pas être nombreuses à le faire dans une société où on attend à ce que les gens évoluent dans la société de même manière. Donc, on va continuer à se battre pour faire en sorte d'en prendre le maximum qu'on vous transmet, élargissez et allez en chercher d'autres. Ce n'est que comme ça, parce que je ne pense pas que cette lutte va finir. En tout cas, pas de mon vivant. De nos jours, dans un monde où les mœurs sont de plus en plus légères, fragiles et dégradées, y est-il possible de défendre la femme avec espoir? C'est quoi les mœurs légères? Parce que de nos jours, la femme, on parle de liberté, mais elle ose faire tout en fait. Par exemple, je prends l'exemple de l'année dernière à l'école Sacré-Cœur. Il y a eu une jeune fille qui avait des relations intimes avec un homme et qui est devenue célèbre de nos jours. En plus de ça, il y en a d'autres. La femme aujourd'hui, elle ose même embrasser un homme en public et tout ça. Et ça, pour toi, c'est des mœurs légères? Oui, avant, on n'osait pas. Je me dis qu'avant, la femme, elle avait au moins un petit... Elle se réservait. Ce n'est pas une question de liberté pour moi, de ce côté-là. Mais je prends ça comme une mœurs légère. Je pense que c'est important de se décentrer et de penser ce qu'on perpétue. Tu parles d'une jeune fille au collège Sacré-Cœur. La jeune fille au collège Sacré-Cœur qui a fait des choses, je ne sais pas quoi, j'ai pas vu la vidéo, je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle l'a fait avec qui? Avec un homme. Un homme ou un garçon de son âge? Un garçon. De son âge? Oui. Mais il n'est pas de mœurs légères, le garçon, non. Il n'y a que la fille qui est de mœurs légères. Si, mais c'est la fille qu'on pointe. Non, je ne suis pas encore à cette partie-là. Pourquoi toi, dans ton appréciation, ce n'est que la fille, parce que c'est ça que tu as dit en vrai, tu considères que la fille est de mœurs légères, parce que c'est l'exemple que tu m'as donné. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle de mœurs, quand on parle de valeurs, quand on parle de principes, ils sont applicables tant à la fille qu'au garçon. Si on a un référentiel, par exemple, de l'islam que nous avons en commun. Ce qui prévaut pour une fille, ce qui vaut pour une fille, vaut pour un garçon, de la même manière. D'accord? Et quand on parle justement de sexisme et de misogynie dans la société, on parle aussi de ces choses-là, où on va se retrouver dans des cas de figure où ce sera la fille qu'on va pointer du doigt, en oubliant que si telle chose s'est passée, ça s'est passé aussi avec un garçon. Et si nous voulons que la société, elle change, et que nous voulons que la société évolue, peu importe le sens dans lequel il évolue, il faut qu'on puisse apprendre à que chacun soit responsable de ce qu'il fait et que l'opprobre ne soit pas jeté seulement sur une personne au détriment d'une autre. Ça, c'est pour la première partie de ta question. Je ne considère pas que le monde, les mœurs sont de plus en plus légères, parce que les mœurs ne sont légères que dans un groupe de société bien précis, bien défini. On peut considérer que les mœurs sont légères. Ce qui est important pour moi, c'est que les gens puissent évoluer, quels qu'ils soient, en leur âme et conscience, avec éthique et responsabilité, en fonction de leurs propres valeurs et de ce en quoi elles croient. Mais de ne pas prendre tout un groupe de personnes et de considérer que ce sont des personnes qui sont de mœurs légères, essentiellement, parce qu'on se réfère à nous-mêmes, notre perception. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre perception du monde, tout dépend de quelle identité. Tout à l'heure, tu avais fait, quand tu faisais l'extrait de Pendembo, en parlant des identités multiples, de comment elle embrassait ces identités multiples, tout dépend de l'identité à laquelle tu te réfères aujourd'hui. Parce que si tu te réfères à ton côté juste musulman, ce que dit le Coran, tu dois juger les deux. Si tu te réfères à la société, donc il faut aussi que dans ton analyse, que tu puisses savoir d'où est-ce que tu parles et pourquoi tu portes ce regard-là. Je ne suis pas en train de dire que ce que X a fait est bon, c'est pas bon, ça ne me regarde pas en vrai.
Et je considère que peut-être ces personnes-là n'ont pas une bonne connaissance parce que je ne pense pas qu'aucune fille, si elle savait ce qui allait se passer, allait accepter de se faire filmer pour que le film tourne sur la terre entière. Elle n'est pas de mœurs légères. Elle a fait peut-être confiance à quelqu'un et sa vidéo s'est retrouvée je ne sais où. Et sincèrement, je ne sais même pas de quelle vidéo on parle. Sa vidéo s'est retrouvée je ne sais où, peut-être parce qu'elle a fait confiance. Ou bien parce que le garçon a promis aussi que ça n'allait pas se passer comme ça, ou que la fille a promis. Mais dans les deux cas, les juger de cette manière-là, si on juge, jugeons tout le monde, et les juger de cette manière-là, pour moi, ne me semble pas ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, la dernière partie de ta question, c'était quoi? Reprends-la-moi la phrase, s'il te plaît. Toute la question. Non, juste à la fin. Tu dis, est-il possible de... Oui. D'avoir espoir. Pour qui? Espoir. Pour qui? Pour défendre la femme. Je ne dis jamais la femme déjà, on est toutes autant différents, mais on doit continuer. Il n'y a pas à avoir d'espoir ou de pas d'espoir. On doit être égal en dignité et en droit. On doit aller chercher chaque parcelle de droit qui nous est due et aller le prendre. Et maintenant, si on sort, on va dire, du cadre légal, qu'on puisse être sanctionné comme tout le monde, mais pas devoir porter la sanction légale, la sanction de la société, etc. Donc oui, il faut aller chercher les droits. Je ne parle même pas d'espoir, de mœurs, etc. C'est pas ça, parce qu'il y a qu'elles qu'on insulte, mais déjà d'aller chercher chacun des droits dont elles ont besoin pour continuer à faire, parce que chaque femme doit pouvoir être libre de faire ce qu'elle souhaite faire de sa vie et de son corps. Je ne parle pas de sa religion, c'est pas mon travail. Je parle de femmes. Quand je parle de femmes adultes, c'est-à-dire après 18 ans. Avant, il y a un certain nombre de règles qui sont établies. Donc, de ne pas polisser cela et de faire en sorte que chacun soit libre pour revenir à cette thématique de la liberté-là. Mais oui, il faut continuer à aller se battre. Espoir ou pas espoir, il faut juste aller se battre pour que chacune d'entre nous puisse avoir les droits. Et après, chacune pourra prendre son droit et en faire ce qu'elle souhaite. Estimez-vous que le Sénégal est prêt à avoir une certaine ouverture d'esprit et à délaisser certaines traditions ou valeurs misogynes et s'ouvrir au féminisme? Je ne pense pas que le but, ça va être réellement de se dire on s'ouvre au féminisme, on veut. Je ne pense pas que dans les sociétés, quelles qu'elles soient, qu'on puisse dire, allez, on va donner plus de droits à, on va dire, à ceux qui sont opprimés. Et que les dominants décident de se réveiller un jour en disant « ouais, ça va être cool qu'on leur donne un peu plus de droits ». Un droit ne s'acquiert pas comme ça. Un droit, il s'acquiert sur de la lutte. Quand on dit de la lutte, ça peut ne pas être de la guerre. Quand on parle de lutte de libération, etc. Et l'exemple des fois le plus simple, on va prendre l'esclavage. Pour que l'esclavage s'arrête, les gens ont dû se battre. Ce ne sont pas ceux qui nous achetaient et qui nous revendaient, qui se sont réveillés un beau jour en disant « ah tiens, ce serait cool qu'on arrête de vendre les gens, parce que c'est pas très bien ». C'est pas ça qui s'est passé. C'est des gens qui se sont battus, ce sont des esclaves qui se sont battus, et c'est d'autres personnes qui n'étaient peut-être pas eux-mêmes esclaves, qui se sont dit, et qui n'étaient pas vendeurs d'esclaves non plus, qui se sont dit qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer dans cette société-là. Et pourtant, c'était leur valeur, c'était leur tradition, c'était ce en quoi ils croyaient. Et les luttes ont fait que ça s'est enlevé. Et pendant que ces luttes-là se menaient, il y a des esclaves qui étaient bien lotis. Vous avez tous dû lire Oncle Tom. Qui étaient bien lotis, qui étaient ce qu'on appelait des nègres de maison et qui se demandaient pourquoi les gens se battent pour ça, parce que eux, leur vie se passe très bien. Et c'est exactement la même chose que vous allez retrouver dans toutes les luttes en règle générale. Quand on va se battre pour les droits des femmes, vous entendrez des femmes qui vont dire « mais pourquoi vous vous battez? Moi je veux, etc. être soumise, je veux ». C'est normal qu'elles disent ça. Vous allez voir des hommes qui ne sont peut-être pas concernés par cette lutte-là, qui vont dire « on veut effectivement ce que ces femmes-là vivent, ce n'est pas normal, il faut qu'on se batte avec elles, il faut qu'on appuie, etc. pour qu'on puisse en sortir. » Et vous allez voir la majorité qui ne veut pas que le système y change. Et ce sont des choses-là qu'on va retrouver. Du coup, il ne faut pas s'attendre à ce que cette majorité-là, qui va rappeler à chaque fois, nous avons nos valeurs, nous avons notre culture, nous avons nos traditions, quand ils le disent, ils sont en costume cravate. En disant, nous avons nos valeurs, nous avons nos traditions. Pourquoi ils sont en costume cravate? Pourquoi ils roulent en voiture? Pourquoi ils acceptent de pouvoir changer? Pourquoi ils parlent français? Pourquoi ils sont sortis de leur village? Pourquoi d'ailleurs ils sont musulmans ou ils sont chrétiens? Parce que normalement, ils avaient d'autres religions. Si c'était réellement tout ça,
leur culture, leur tradition, pourquoi ils ne les ont pas gardées? Pourquoi ils en ont laissé certaines? Pourquoi ils sont allés chercher d'autres? Pourquoi ils en ont rajouté? Tu n'auras jamais de réponse à toutes ces questions-là. Par contre, quand ça ne convient pas à leurs intérêts du moment, ils vont te rappeler les valeurs, les cultures, les traditions, etc. Donc, il faut rester lucide sur ces questions-là, en sachant qu'absolument rien ne te sera donné gratuitement, que comme pour tout, comme pour ton bac, tu vas devoir te battre corps et âme pour pouvoir atteindre cela. Que tout le monde va faire ça. Même les femmes autour de toi vont se demander pourquoi tu es en train de le faire. Sauf que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi seulement, tu le fais pour d'autres femmes aussi. Parce que peut-être toi, dans ta vie, tout va bien. Peut-être que toi, dans ta vie, on ne t'oblige pas à faire certaines choses. Sauf qu'il y a d'autres femmes comme toi qui auraient pu occuper la place que tu occupes aujourd'hui, qui ne l'occupent pas, tout simplement parce qu'on empêche d'occuper cette place-là. Et donc, c'est ce que Mariama Touré dit quelque part, juste en prenant l'exemple de l'école. Que c'est par la volonté d'un homme qu'elle est partie à l'école et que c'est aussi par la volonté d'un homme que ses sœurs ne sont pas parties à l'école. Et donc, quand on traite ces problématiques de genre-là, quand on traite toutes ces questions-là, il faut les traiter pas forcément en fonction de soi, mais en fonction de ses semblables aussi, parce qu'il ne s'agit pas de nous quand on mène des luttes comme ça. J'aurais pu rester chez moi tranquillement parce que ça va, mais si je suis ici aujourd'hui en face de vous, c'est que j'ai pu bénéficier de luttes d'autres femmes. D'autres femmes se sont battues, d'autres femmes ont accepté qu'on les insulte, qu'on les traîne dans la boue, tout simplement pour que moi je puisse aller à l'école. Aussi simple que ça. Pour que moi je puisse aller où je veux, pour que je puisse avoir la liberté de ton là, pour que je puisse avoir un travail, avoir mon compte bancaire moi-même, signer monogamie ou polygamie si je le souhaite, et même me permettre de pouvoir dire j'ai pas envie de me marier maintenant, je vais attendre. Me permettre de pouvoir dire je veux pas avoir d'enfant maintenant, parce que c'est d'autres personnes qui se sont battues pour qu'on en arrive là. Et il faut pas l'oublier quand on adresse ces questions-là. Voilà. En sortant un peu du cadre du livre, en prenant le cas de Anta Babacar et de son initiative de se présenter aux élections présidentielles face à 18 autres hommes, est-ce que vous pensez que c'est une première victoire au niveau de l'égalité homme-femme sur tous les niveaux, que ce soit économique, social, etc.? Absolument pas. Absolument pas. Déjà, c'est pas la première à l'avoir fait. On a eu Mariam Wanli en 2000 que j'ai interviewé aussi. C'est pas la première à l'avoir fait et c'est une victoire de rien du tout. On va faire ça de manière très simple. Par contre, ça fait du bien de voir qu'une femme a osé et elle est allée faire ça. Mais il faut faire attention à ce qu'on appelle la représentativité. Ça, vous avez l'habitude de dire très souvent qu'une femme politique est juste un homme politique. Il n'y a pas de différence là-bas. Donc, c'est un espoir de rien du tout, c'est une victoire de rien du tout, mais c'est juste très bien et je ne comprends même pas pourquoi on doit la soutenir juste pour la soutenir. Par contre, en termes d'exemple, c'est intéressant. C'est intéressant pour vous, cette génération-là, de dire « Ok, d'accord, si elle l'a fait, je le fais ». C'est très bien et je ne trouve rien à redire là-dessus, mais c'est tout. Ok ? Quel impact voulez-vous que Conversation féminine ait sur les générations futures de femmes? En règle générale, quand j'entame un travail, et je le dis partout, le seul impact que je veux qu'il ait, c'est qu'il impacte mes enfants d'abord. Ce que j'essaie de faire dans tout ce que je fais, c'est de transmettre quelque chose à mes propres enfants. Et c'est comme ça que je pense tous les projets que j'entame. Et je dis à chaque fois que si quelqu'un, quelque part, sur ce chemin-là, il trouve un intérêt, j'aurai tout gagné. Et je dis juste quelqu'un, je dis pas plein de gens. Je dis si quelqu'un, quelque part, trouve un intérêt dans cela, je considère avoir absolument tout gagné. Mais mon objectif premier, c'est de pouvoir transmettre et d'impacter mes propres enfants. J'espère que, quand même, que sur ce chemin-là, que Conversation féminine ou toutes les autres choses trouveront sur cette route-là des oreilles disponibles, attentives et qui accepteront que chacun des parcours de chacune de ces femmes trouve un écho en soi dans ce que nous avons de différent, parce que l'idée c'est de ne pas être d'accord avec tout ce qui est dit dedans, mais d'accepter, de nous accepter les unes les autres dans ce que nous avons de différent, mais de comprendre et d'entendre aussi que nous avons quelque chose en commun. Je n'ai pas plus d'ambition que ça. Si vous recherchez peut-être, si vous avez des questionnements à certains moments de votre vie, parce que je sais que c'est une phase qui peut être extrêmement difficile,
et de trouver un début de réponse dans une conversation, c'est aussi une victoire qui n'a pas de nom. Parce que c'est un âge où vous pouvez être extrêmement seul, isolé, dans des phases de doute, que ce soit garçon comme fille, c'est ça le pire en vrai. Des fois, on oublie les garçons aussi, mais ce sont des phases de vos vies où vous pouvez vous retrouver très seul. Très seul parce qu'il y a énormément de choses qui changent dans votre vie et vous recevez, on va dire, des informations contraires de votre propre famille d'un côté, de vos pères de l'autre côté, et vous devez trouver ce chemin-là et avancer. Si quelque part vous trouvez écho dans Conversation féminine, ce sera ça le fait. Merci beaucoup. En quoi le parcours de Fatim Faye met-il en lumière les défis et les obstacles auxquels une femme peut être confrontée lorsqu'elle aspire à la liberté et cherche à rester fidèle à elle-même dans la société? Ta phrase n'est pas facile, hein? Reprends-la moi, s'il te plaît. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Dis-le-moi en 2 parties. En quoi le parcours de Fatim Faye met-il en lumière les défis et les obstacles auxquels une femme peut être confrontée? Ok. Alors, la réponse la plus simple, c'est de te dire « je ne sais pas ». Tu sais pourquoi? Parce que c'est son parcours à elle. Si toi, comme je disais tout à l'heure, tu trouves dans ce parcours-là écho vers ta propre quête de liberté, donc ça va résonner en toi et tu trouveras des clés et des débuts de réponse par rapport à ça. Pour moi, c'est cet angle-là qui est intéressant. Sa quête de liberté à elle ne trouve pas, non, ses défis, ce par quoi elle est passée, ça ne trouve pas écho en moi parce qu'on ne cherche pas la liberté de la même manière. Par contre, c'est une des femmes pour qui j'ai le plus de respect au monde. Tellement, je ne pense pas que j'ai 1 centime du courage de Fatim Faye. Je ne le pense pas. Et j'en suis même convaincue. Là, je dis je ne le pense pas, mais je suis convaincue que je n'ai pas 1 centime du courage qu'il lui a fallu pour pouvoir se retrouver dans ce chemin-là qui est le sien. Donc oui, sur la première partie, c'est ça. Si ça trouve écho en toi, c'est que c'est bon. Et la deuxième partie? Lorsqu'elle aspire à la liberté et cherche à rester fidèle à elle-même dans la société. En gros, la femme, en général. Encore une fois, je vais reprendre les femmes, Fatim Faye. Là, si tu dis la femme, tu parles de Fatim. Ça a un prix. Elle a choisi de cheminer en dehors de la société. Et vous vous imaginez aisément que quand vous vous fermez complètement à la société, ce que doit être votre vie, en vrai, et de pouvoir avancer et de trouver le bonheur. Non, mais il faut rencontrer Fatim Faye une fois dans votre vie. Elle est épanouie. Elle est libre, elle vit ça. Vous savez l'expression vivre sa meilleure vie. C'est Fatim Faye la définition de vivre sa meilleure vie. Comme on dit, Mashallah, sama gémmiñ ak sama gémmiñu morom, mais elle est incroyable. Mais ça n'a pas été simple. Et elle le dit elle-même. Mais je crois qu'elle est arrivée au point où on s'est dit, de toutes les façons, elle est folle. Et je pense que si tu arrives à ça, peut-être tu as fait la moitié du chemin. Pourquoi dites-vous que pour vous, la question des origines est discriminante? Au Sénégal, elle est discriminante. Parce qu'elle part du principe qu'il y a un certain type de noms de famille qui sont sénégalais. À chaque fois que je dis le mien, mon nom de famille, on me dit tu es d'où? Pourquoi on doit penser que je ne suis pas d'ici par défaut? Pourquoi? Pourquoi on doit penser que quand on est Ndiaye, Diop, Fall, Dian, Gay, on est sénégalais seulement? Mais je vous dis que mon nom de famille est Benjeloun. Vous me dites comment ça Benjeloun? Vous êtes d'où? Ben, je suis Benjeloun et je suis de Saint-Louis. Est-ce que je t'ai demandé Dian, tu es d'où? Est-ce que je t'ai demandé tu es d'où? Pourquoi on doit considérer qu'à partir de ce moment-là? Et je considère que c'est une question qui est discriminante. Parce que quand je dis comment tu t'appelles, quand je dis Zoubida Fall, personne ne me dit tu es d'où? On me dit tu as un prénom original. Mais parce qu'ils ont entendu Fall, ils ne vont pas me dire tu viens d'où. Et pourtant, j'aurais pu venir de la Mauritanie. Qu'est-ce qu'il leur dit? Parce que dans leur cerveau, c'est associé. Certains noms de famille sont associés avec le Sénégal et d'autres ne sont pas associés avec le Sénégal.
et je trouve que c'est discriminant. Parce que ça ne part jamais d'une bonne intention. Je peux considérer que c'est de l'ignorance, mais maintenant je refuse que ce soit de l'ignorance, mais non. Donc je ne sais pas à partir de là comment je vais conclure le propos, mais c'est exactement ça. Moi j'ai été heureuse de passer ce moment avec vous tous, toutes. Vous m'avez émue, vous m'avez touchée, parce que Conversation féminine, c'était d'abord pour vous, pour cette tranche d'âge-là. Et c'est cette tranche d'âge que vous partagez avec ma propre fille. Et quand je faisais Conversation féminine, c'était pour pouvoir justement apporter un certain nombre de réponses dans sa construction de jeune fille vers jeune femme. Et vous approprier ce travail-là, de l'avoir lu de cette manière-là, et puis d'avoir choisi ces extraits-là qui vous ressemblent, et ces questions-là me mettent du baume au cœur, en vrai, en espérant, parce que c'est ce que j'espère au final, que chaque profil de chacune de ces femmes-là, au moins un profil ou une partie de conversation que vous aurez entendue, ait un impact en vous et puisse vous servir plus tard, ou même maintenant dans les décisions que vous avez à prendre ou dans les choix de vie que vous avez à faire, ou de carrière, ou ce que vous voulez. Merci en tout cas de m'avoir accueilli, ça a été un réel plaisir pour moi. Nous arrivons donc au terme de notre émission et nous vous remercions d'avoir resté jusque-là et nous remercions aussi Madame Zoubida Fall pour ce moment passé avec nous tous. Sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode de Livre ouvert.